Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV en ce mardi 8 juillet. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, Emmanuel Macron est en visite d'État ces 2 prochains jours à partir d'aujourd'hui au Royaume-Uni. Une visite placée sous le signe de l'amitié retrouvée entre les deux pays après les tensions du Brexit. Sylvie Bermann a été ambassadeur au Royaume-Uni. Elle sera là dans un instant pour analyser et décrypter les enjeux de cette visite. La société Carmat, inventeur français du cœur artificiel, une prouesse scientifique, est aujourd'hui en redressement judiciaire. Quel avenir pour la société et ses salariés? Son directeur général, Stéphane Piat, sera là tout à l'heure en direct avec nous sur le plateau. Et puis en fin d'émission, on parlera de mode. Le musée des arts décoratifs consacre sa dernière exposition au grand couturier Paul Poiret, une figure méconnue du grand public. Il a été l'un des plus grands créateurs du XXe siècle. Les Américains l'avaient même sacré roi de la mode. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Sylvie Bermann. Bonjour Anne-Emmanuel. Vous avez été ambassadeur de France à Londres de 2014 à 2017. 2014-2017, vous avez été aux premières loges du débat et du vote du Brexit. Et puis c'était l'époque de François Hollande. Le président Emmanuel Macron est aujourd'hui en visite d'État ces 2 jours là au Royaume-Uni. Dans quel contexte va se dérouler cette visite? Alors c'est une visite importante parce que c'est une visite d'État, donc il n'y en avait pas eu depuis 2018. La visite d'État concilie l'aspect, ce que les Britanniques appellent pageantry, la pompe royale, et oui. C'est très important. Donc reçu par le roi Charles III, qu'il connaît bien, parce qu'il l'avait reçu à Paris en 2023. Il était lui-même, c'était Emmanuel Macron qui avait été accueilli par, à l'époque, le prince Charles, quand il avait remis la médaille de la Légion d'honneur à la ville de Londres. Oui. Donc ils se connaissent très bien, ils s'entendent bien. Ils ont des bonnes relations. Ils ont de très très bonnes relations. Et puis le roi Charles a une antériorité sur tout le monde sur la protection de l'environnement. Il avait été invité à l'accord de Paris, donc il y a aussi ce point-là. Il s'entend bien, le président Macron s'entend bien avec Keir Starmer aussi, qui a un peu réparé les relations très difficiles du temps de Boris Johnson et de Liz Truss. Voilà, donc il y aurait une intervention devant le Parlement et également une réunion de la coalition des volontaires. Enfin, tout cela traduit ce qu'on appelle le reset, le retour de l'entente cordiale. Oui. Donc revenons sur cette visite d'État. Vous disiez en grande pompe, effectivement, le président et sa femme vont être accueillis par William et son épouse Kate. Ils vont être installés au château de Windsor. On parle d'une parade en calèche. Pourquoi c'est si important et est-ce que c'est un privilège, tous ces événements qui vont se dérouler là ces 2 prochains jours? Dormir à Windsor, c'est un événement, un privilège pour un président de la République? Oui, tout à fait. En fait, le privilège, c'est la visite d'État. Parce que finalement, quand Xi Jinping est venu à Londres, il avait eu le même traitement, sauf que ça ne devait pas être Windsor. C'est Windsor parce qu'en réalité, Buckingham est en réparation pour des années et donc n'est pas disponible. C'est surtout pour ça, en fait. Oui, c'est pour cela. Et Windsor était le château préféré de la reine Elisabeth. Oui, donc là, il est vraiment au cœur de la famille royale. Revenons sur les sujets qui avaient refroidi les relations entre les 2 pays. C'est d'abord, il y en a plusieurs, les migrants, la pêche. C'est d'abord le Brexit, c'est ça, qui a éloigné la France du Royaume-Uni ou le Royaume-Uni de la France?
Oui, tout à fait, parce que les Britanniques ont eu le sentiment, à tort, qu'il y avait une volonté punitrice de la part de la France contre le Royaume-Uni pour le Brexit. Alors qu'en fait, c'était les conséquences des décisions qui avaient été prises par le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Et donc, sur le plan économique, sur le plan commercial, évidemment, ça avait des conséquences. Mais les deux premiers ministres à l'époque, Boris Johnson et Liz Truss, comme je l'ai dit, moins Rishi Sunak, d'ailleurs, qui avait amorcé quand même une réconciliation, on a eu les relations les plus mauvaises possibles depuis des décennies à cause du Brexit. Donc là, Keir Starmer a une logique différente. Il ne va pas revenir sur le Brexit, mais il souhaite se rapprocher de l'Union européenne et de la France, qui était le partenaire le plus étroit, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine. De la guerre en Ukraine. Les autres sujets, c'est évidemment les migrants et la pêche. Alors, les migrants et la pêche, oui, ce sont deux sujets de contentieux. La pêche, il y a eu un accord avec l'Union européenne qui permet l'accès des pêcheurs français aux eaux britanniques. En revanche, les migrants, ça reste toujours conflictuel. Je suis souvent appelée par vos homologues britanniques, souvent, dès qu'ils estiment qu'il y a trop de migrants. Et aujourd'hui encore, ils mettent l'accent sur ce point, parce qu'en fait, c'est la France qui fait la police pour le compte du Royaume-Uni qui verse des fonds pour cela. Mais autant finalement le travail était fait quand on a démantelé la jungle et qu'on a justement sécurisé à Calais, sécurisé l'entrée du port et du tunnel, ce qui se passe, c'est que les migrants trouvent d'autres voies, qu'il y a une côte très longue et qu'ils utilisent les petits bateaux, les small boats, et que c'est beaucoup plus difficile de les contrôler malgré les efforts faits par la France. Mais ils sont assez obsédés par ce sujet-là. Oui, et depuis on est à la moitié de l'année déjà, 2500 passages. C'est plus que toute l'année 2024. Vous parliez effectivement des small boats. Je crois que ça a bondi de 48%. Et c'est au cœur du combat du Premier ministre qui a dit vouloir écraser, c'est ça, les gangs, pour reprendre les termes. Parce que c'est le problème, effectivement, et c'est une volonté partagée par la France, bien évidemment, mais ce n'est pas si facile que ça. Vous avez face à des populations qui sont désespérées et qui ont de la famille très souvent au Royaume-Uni. C'est ça qui fait la première attractivité du Royaume-Uni, c'est de retrouver des compatriotes qui ont... Alors, c'est la famille, les communautés, c'est le fait qu'ils parlent anglais. C'est la langue. Et c'est la langue, ça compte beaucoup. Et puis qu'il y a des emplois au Royaume-Uni où les contrôles ne sont pas très efficaces. Il n'y a toujours pas de carte d'identité. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de trouver un emploi au Royaume-Uni. Pour revenir sur la visite d'État du président Macron, il va effectivement, vous l'avez évoqué, faire un discours au Parlement. Ça fait partie des moments d'une visite d'État ou c'est ça fait partie des moments d'une visite d'État. Ça peut être supprimé dans certains cas, mais c'est en général quelque chose qui est respecté. C'est devant à la fois la Chambre des communes et la Chambre des lords qui sont réunis. On en sait un peu plus sur les termes du discours ou le thème majeur du discours du président Macron. On parle de reconvergence. Oui, alors bon, je n'ai pas lu son discours, oui, mais c'est vrai qu'il y a eu ces conflits ou ces frottements pendant la période Brexit et post-Brexit. Aujourd'hui, la convergence principale, c'est la perception du monde de la menace russe, et c'est pour ça que c'est la France et le Royaume-Uni qui avaient pris l'initiative de cette coalition de volontaires. Il y a aussi un souhait de renforcer nos liens dans le domaine de la défense, parce qu'on était les partenaires les plus proches. Il existe d'ailleurs un corps expéditionnaire conjoint de 10 000 hommes. C'est quelque chose d'assez
exceptionnel. Moi, j'avais assisté d'ailleurs à l'époque où j'étais à Londres à l'exercice pour déclarer l'opérationnalité de ce corps. Et on a une coopération très étroite aussi dans le domaine de l'énergie civile, du nucléaire, puisqu'il y a une centrale en construction qui est Hinkley Point C et une deuxième qui est Sizewell. Donc tous ces sujets rassemblent effectivement Britanniques et Français. Vous l'évoquiez, effectivement, il y a la guerre en Ukraine, qui est un sujet sur lequel ils se retrouvent. Ils partagent la même vision. Ils partagent la même vision et après l'humiliation de Volodymyr Zelensky dans le salon ovale, fin février, il a été invité à Londres et dans un souci de réparer cela. Donc c'était une invitation de Keir Starmer, le président de la République était présent. Il y avait eu déjà avant cela une réunion à Paris et ils partagent le même objectif de soutenir l'Ukraine contre l'agression russe et surtout aussi aujourd'hui de préparer l'avenir, parce que s'il y a un accord de paix qui malheureusement semble s'éloigner de plus en plus, il faudra des garanties de réassurance pour l'Ukraine. Il y a justement un 37e sommet franco-britannique, ça ce sera jeudi. Le Premier ministre britannique et le président français seront sur la base militaire de l'OTAN à Northwood en visioconférence, c'est ça, avec la conférence qui va se dérouler sur l'avenir de l'Ukraine qui elle se déroule à Rome. Oui, absolument, c'est pour ça qu'ils le font en visioconférence, mais c'est assez symbolique puisqu'ils seront ensemble et que c'est vrai que ce sont eux qui ont pris un peu la direction, j'osais pas dire le lead, des opérations. Tout ça, c'est un peu quand même des messages aussi envoyés aux États-Unis, non, à Donald Trump. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la visite d'État a lieu avant celle de Donald Trump, qui est prévue à l'automne prochain à Londres, alors que c'est normalement le partenaire prioritaire. On parle toujours des relations spéciales, qui sont plutôt spéciales vues de Londres que vues des États-Unis. Mais oui, en même temps, les États-Unis le fait de recevoir restent... le fait de recevoir le président français avant le président américain, il faut y voir une malice britannique ou Non, je pense pas. Ce qui était intéressant du point de vue des Britanniques, c'est d'avoir décidé pour le roi Charles d'avoir fait la visite au Canada à un moment où les relations entre le Canada et les États-Unis n'étaient pas au beau fixe après les menaces de Donald Trump de faire du Canada un 51e État. Oui, parce que Charles III est le souverain du Canada. Il est le souverain du Canada. Donc là, il y avait effectivement un signalement. Bon, ici, c'est quand même le rapprochement avec l'Union européenne de manière générale et avec la France, qui sur le plan commercial, c'est intéressant, sert un peu de plateforme au Royaume-Uni pour la réexportation vers le reste de l'Union européenne. Ce qui fait que c'est un des rares pays avec lequel on a un surplus commercial. Un président américain, je crois, qui est assez fasciné par la famille royale, par ailleurs, c'est ça ? Alors, il avait été... Oui, il est fasciné par la famille royale, surtout la reine d'ailleurs. Et les Britanniques, à l'époque, n'étaient pas très contents de la visite de Donald Trump. Vous vous souvenez, l'époque où il y avait ce ballon de Baby Trump avec des couches culottes et puis une grande mèche jaune. Les Britanniques avaient réagi fortement la première fois que Theresa May l'avait invité. Mais du côté américain, ce que disait le correspondant de la BBC aux États-Unis, c'est que la plupart du temps, les Américains ignoraient totalement le nom du Premier ministre, mais qu'en revanche, ils s'intéressaient aux faits et gestes de la famille royale. Et ça reste un énorme atout pour Londres, cette famille, la royauté, même s'il y a des interrogations au Royaume-Uni, c'est quand même le summum de leur soft power. Avec un roi Charles, on le sait, qui est malade,
malade, qui a un cancer. Je crois qu'il n'a pas toujours communiqué sur l'origine, il me semble, de son cancer. Néanmoins, un souverain qui est au travail, un agenda très chargé. Tout à fait, qui exerce ses fonctions, qui s'était préparé du temps de la reine, qui a toujours eu un agenda diplomatique important et qui, effectivement, le maintient. Mais ce sont des gens qui sont résistants et effectivement, je pense que pour lui, c'est important parce qu'il souhaite s'inscrire dans les pas de la reine. Oui. Bien sûr, ça sera moins... un règne sans doute moins long par définition. Moins long, oui. mais néanmoins, il a cela à l'esprit. Comment, quand on est ambassadeur de France et qu'un président français vient en visite d'État, comment ça se passe à l'ambassade? C'est le branle-bas de combat? Comment ça se prépare? Oui, tout est préparé dans les détails. Alors, des échanges avec le protocole au Royaume-Uni, également à Paris, et tous les aspects sont vus, c'est-à-dire de protocolaires aux aspects économiques, commerciaux. Tout est... tout passe par l'ambassade, racontez-nous ça, c'est-à-dire les demandes des Anglais passent par vous à l'ambassade, puis sont retransmises à l'Élysée, c'est ça le canal de discussion? Alors, c'est les demandes françaises qui sont transmises par l'ambassade de France. Les demandes, quand c'est britannique, c'est l'ambassade britannique à Paris. Et puis, ce que vous avez toujours avant, c'est que vous avez une visite des précurseurs, c'est-à-dire c'est à la fois le protocole de l'Élysée, mais c'est aussi service de protection des personnalités pour que le programme soit vu minute par minute. Ça demande beaucoup de travail, j'imagine, et peut-être parfois des demandes qu'il faut négocier habilement. Je crois savoir que, par exemple, le président de la République souhaite avoir il y a des enjeux comme ça de voitures, de marques de voitures françaises, britanniques, de chauffeurs français, pas français, c'est ça? Non, absolument. Ça, il y a toujours ce cas-là, parce qu'en réalité, la tradition, c'est quand vous faites une visite d'État, d'ailleurs même une visite officielle, qui est le cran en dessous, vous avez normalement un chauffeur qui est un chauffeur du pays. Oui. Mais parfois, pour des raisons de sécurité, parce qu'ils veulent parler librement, ils demandent un chauffeur français ou autre. Là, je ne sais pas quel est le cas cette fois-ci, mais c'est effectivement des situations qui se présentent assez souvent. Je crois qu'on voit à l'image, on vient de me prévenir, de l'arrivée, c'est ça, de l'avion français au Royaume-Uni. Une dernière question. Vous avez vu les débats sur le Brexit, vous avez vu le vote sur le Brexit, vous avez même signé un livre qui revenait dessus, Goodbye Britannia, le Royaume-Uni au défi du Brexit. Comment se porte finalement aujourd'hui le Royaume-Uni? L'idée de sortir de l'Union européenne, c'était pour retrouver une meilleure économie. C'est le cas ou pas du tout? Alors non, c'est pas véritablement le cas. Ils ont été en récession parce qu'ils faisaient 47% de leur commerce avec leurs voisins immédiats, c'est-à-dire l'Union européenne. Donc ils ont cherché d'autres partenaires dans le cadre de ce qu'ils ont appelé Global Britain, mais c'est en même temps assez difficile. Et bon, avec la Chine, c'est pas si facile que ça. Bon, l'Australie, le Canada. Donc aujourd'hui, il y a une croissance, mais une croissance qui est pas très très élevée. Et je pense qu'il y a quand même une forme de perte d'influence du Royaume-Uni, un petit peu dans les affaires du monde. Oui. Et puis aussi une dépendance toujours par rapport aux États-Unis, parce que si les États-Unis prennent une décision sur un sujet qui est très important, les Britanniques continueront de s'aligner. Oui, ils sont plus sous l'influence américaine, finalement. Non, mais absolument. Il y a toujours cette phrase de Churchill, et qui est toujours valable, c'est « Entre le continent et le grand large, on choisira toujours le grand large ». Et donc, c'est un peu un manque d'indépendance. Parfois, sur le nucléaire, par exemple, la France est totalement indépendante. Au Royaume-Uni, il y a une forme de double clé. Donc voilà, je pense qu'ils n'ont pas récupéré entièrement
de la phase du Brexit, naturellement, il ne faut pas leur en parler parce qu'ils ne veulent pas aborder ce sujet, y compris le Premier ministre qui est tétanisé parce qu'une partie de l'électorat travailliste était très anti-européen. Merci Sylvie Berman d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été plusieurs fois sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Avec plaisir. Et je rappelle ce livre qui vous avez signé en 2021 pour, si vous connaissez les clés du Brexit, Goodbye Britannia, le Royaume-Uni au défi du Brexit, avec une des meilleures observatrices de ce moment, puisque vous étiez ambassadeur à cette époque-là. Merci d'avoir été en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. On change de sujet. Maintenant, en 2013, l'exploit avait fait la une de tous les journaux. La première implantation à l'homme d'un cœur artificiel créé par la société française Carmat. Aujourd'hui, la société est dans la tourmente puisqu'elle est depuis mardi dernier en redressement judiciaire, faute d'avoir trouvé 3,5 millions d'euros. Je vous propose d'écouter le professeur Latrémouille et puis on se retrouve tout de suite après avec le directeur général de Carmat. C'est un cœur hydroélectrique, c'est-à-dire qu'il fonctionne à partir de 2 pompes rotatives qui font basculer du liquide d'un côté et l'autre, c'est-à-dire à droite et à gauche, et de chaque côté, ce liquide vient pousser sur une membrane, et de l'autre côté de la membrane, vous avez le sang qui va être dans une cavité, donc qui va être éjecté à chaque mouvement. Donc c'est-à-dire qu'on retrouve un système qui est pulsatile. Comme le cœur normal, si vous prenez votre pouls, vous allez sentir vos pulsations, c'est exactement la même chose. Bonjour Stéphane Piat, vous êtes le directeur général de la société Carmat, la société qui a créé, commercialisé le cœur artificiel. La promesse était forte, sauver des vies grâce à une technologie de pointe. Vous êtes depuis mardi dernier en redressement judiciaire, dans une procédure de redressement judiciaire, faute d'avoir trouvé, je crois, 3,5 millions d'euros. Que s'est-il passé, Stéphane Piat ? Bien, ça fait des années qu'on cherche de l'argent, bien sûr, on est une start-up, on n'a pas de profit, donc comme toutes les start-up, on a besoin d'argent pour fonctionner, donc c'est un projet ambitieux. Maintenant, il faut se poser la question si on est à la hauteur de nos ambitions, déjà c'est le premier point, en France, pas nous. Ah. Et donc, si vous voulez, on a levé beaucoup d'argent, 550 millions, qui pour 15-16 ans d'activité, c'est très peu pour un sujet comme le nôtre. Donc, on avait quand même travaillé à l'économie pour arriver où on était arrivé. Et puis, en fin de compte, depuis 2 ans, ça s'est avéré très difficile de lever de l'argent dans notre domaine en France. Pour quelles raisons ? Pourquoi ces 2 dernières années ? S'il y a un contexte particulier ou... Oui, déjà, il y a un désamour du dispositif médical. Dans les fonds, il y a de moins en moins d'experts. C'est beaucoup de mode quand même, les investissements. Si vous faites de l'IA, c'est beaucoup plus simple. Le dispositif médical, c'est beaucoup plus difficile de trouver des gens qui sont intéressés à investir. C'est des retours qui sont plus longs, plus risqués, avec beaucoup plus de capitaux nécessaires. Donc c'est quelque chose clairement qui est beaucoup plus compliqué. C'est pas nouveau. Et en Europe, en plus, et en France, on n'a pas de champion, ou très peu. Donc c'est très difficile pour un actionnaire de se positionner parce qu'on n'a pas une histoire très positive. Parce qu'un champion, c'est un peu comme sur le Tour de France. C'est une locomotive, c'est ça qui emmène derrière elle les autres start-up et autres entreprises. Il y a un peu cette idée-là. Le champion, déjà, oui, c'est déjà également une image par rapport à l'étranger. Pour les gens, disent en France, ils savent faire de la medtech. Premier point, du dispositif médical. Après, ça vous permet également de créer un écosystème et ça permet également, quand vous avez des champions, la Silicon Valley, ils ne sont pas improvisés dans le dispositif médical. Ça a été un inventeur, 2 inventeurs, 3 inventeurs, des gens qui partent. C'est un écosystème. Mais oui, vous créez des pépites grâce à des gens qui quittent les boîtes pour créer leur propre start-up. Vous créez un écosystème de fournisseurs et là, vous créez une activité, une filière. Et moi, j'étais venu un peu de la Silicon Valley, justement, en 2016, avec le doux espoir de créer un groupe de medtech français, pas seulement Carmat. Carmat, pour moi, c'était la pierre angulaire, si vous voulez. Vous arriviez de la Silicon Valley il y a quelques années pour cette aventure Carmat, c'est ça que vous dites ? Tout à fait. Et qu'est-ce que vous aviez appris justement à la Silicon Valley que vous avez pu mettre en œuvre ? Un enthousiasme inégalé.
Une aversion au risque qui n'existe quasiment pas. C'est un peu changé parce que avec les années, ils sont un peu refroidis. Non, c'est que moi, j'achetais beaucoup de sociétés. Quand j'étais chez Abbott, j'ai évalué beaucoup de sociétés. On intégrait des sociétés. J'en ai intégré pas mal. On a eu des très gros succès. Et ça fait partie, si vous voulez, de l'ADN. C'est créer de la richesse grâce à l'innovation. Donc voilà. Vous diriez là que les difficultés rencontrées, elles sont financières, industrielles, réglementaires ? Alors, nous, je dois dire, malgré le degré de sophistication de notre produit, on a beaucoup avancé, puisque au premier trimestre, on a quand même annoncé qu'on était proche du nouveau marquage CE, qu'on avait des ventes qui étaient très bonnes. On a fini notre étude clinique en France beaucoup plus rapidement que prévu. On a eu l'approbation à reprendre l'étude aux États-Unis. Enfin, tout allait vraiment très bien. Ce qui nous a manqué, c'est les financements. Et il est vrai que depuis 2 ans, pour toutes les raisons du monde, comme je disais, une appétence moindre des fonds pour le dispositif médical, surtout en Europe. Également une situation géopolitique qui n'aide pas. Quand la guerre en 2022, la guerre en Ukraine, ça posait des problèmes pour tout le monde pour lever de l'argent. Tout le monde se réfugie sur les sociétés à dividendes, etc., etc. Et puis il y a également quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a eu cette mode dans les années 2010 pour les sociétés privées assez petites qui n'arrivaient pas à trouver d'argent, c'était de se mettre en bourse. Ce qui est une grosse erreur parce que vous êtes coté en bourse. Oui, depuis 2010. Et se lister très tôt, en fin de compte, les gens se fatiguent et ils veulent des nouvelles tout très rapidement, très souvent. Et c'est très compliqué de durer très longtemps sans arriver à la profitabilité. Donc, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Peut-être, on n'est pas les seuls dans ce cas-là, un listing trop tôt, bien sûr un marché qui n'est pas tellement animé au niveau des capitaux. Mais autrement, au niveau des fondamentaux, je pense qu'on a vraiment avancé à une très bonne vitesse. Alors, peut-être c'est donc visiblement un manque aussi de confiance dans la société Karma. Je vous propose d'écouter le président, le patron de la BPI, Nicolas Dufour, qui parlait de vous hier. C'était sur le plateau de BFM Business. Et puis, j'aimerais avoir votre réaction à ces propos. Je ne l'ai pas vu, donc c'est le moment. C'est malheureux, mais je vais vous dire, Karma, on n'y a jamais cru. On n'y a jamais cru parce que le cœur est trop gros, parce que la taille du marché était complètement surestimée, et parce que il y avait quelque chose qui poussait Karma, qui était cette idée d'un Concorde français qui est jamais très bonne pour les investisseurs. Voilà, donc c'est valeureux que notre ami que vous citez le reconnaisse. Alors ça permet de dire au fond quel est notre métier. Notre métier, c'est quand même aussi beaucoup de dire non, même quand c'est super sympa. Quelle est votre réaction au propos de Nicolas Dufour, le patron de la BPI, des mots durs, il dit on n'y a jamais cru, ça vous surprend ? Bon, déjà, la BPI n'est pas reconnue pour être un expert en santé, ça se saurait. Donc je vais répondre, j'avais pas vu l'interview, on m'en a parlé, mais bon... Comme disait Serge Gainsbourg, prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas et les laisser pour ce qu'ils sont. Donc maintenant, je vais répondre aux questions. Donc déjà, si il connaissait, lui et son équipe, le dossier, il saurait que le cœur n'est pas trop gros, puisqu'on ne rejette que 5% des patients. Donc il n'est pas trop gros. Est-ce que le marché est trop petit ou trop gros ? Le marché, avec certitude, il est énorme. Maintenant, pour notre indication, vous savez, si c'est 100 000 patients ou 10 000, on ne sera jamais capable d'en commercialiser 10 000. Donc le marché, il est énorme. C'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Et quand on a l'expérience en santé, il est très difficile d'estimer, je parle des experts, ce qu'il n'est pas. Il est très difficile d'estimer un marché a priori. Je peux vous donner tous les cas, les MitraClip, les TAVI, les stents. Donc, s'ils sont capables de le faire, s'ils ont une boule de cristal, ils sont très forts. Maintenant, moi, ce qui me gêne le plus, et on parlait de la France, je pense que BPI, c'est un acteur important. Donc, moi, je n'attends pas d'argent de BPI, mais je pense que, pour des raisons que j'ignore, ils sont très écoutés. Et je pense que c'est très grave qu'un président ou un directeur d'une banque publique, surtout dans le moment où on est, puisse dire ces choses-là qui ne sont pas justes, comme je viens de le dire. Dans le moment où on est, c'est-à-dire vous, Karmat. En difficulté, bien sûr. Mais c'est irresponsable. Je pense que l'action, elle a pris moins 28% 10 minutes après. Je pense qu'il y a une responsabilité très grave qui a été prise. De la part du patron de BPI, BPI avec laquelle vous avez travaillé au préalable dans le passé ou pas du tout? Alors, ils vous ont aidé, vous, Karmat? Alors moi, je suis arrivé en 2016, donc moi, ils m'ont jamais aidé. J'ai toujours eu des rapports très cordiaux et très intéressants avec on va dire, leur expert. On peut avoir des points de vue divergents.
c'est la vie. Mais oui, des rapports très cordiaux. Et je comprends qu'ils ne veuillent pas aider. C'est un fonds comme un autre. Comme là, je le rejoins totalement. Leur métier, c'est également de dire non, et plus souvent non que oui. Donc, si vous voulez, moi, j'ai jamais compté sur BPI. Moi, je trouve par contre très dommageable qu'il puisse prendre des décisions, des positions publiques comme ça pour un directeur de la BPI, surtout dans un moment tel que celui-ci. Il a quand même donné le là sur l'action hier d'une manière très forte, parce que c'est suivi dans les minutes qui suivaient. Et c'est pas la première intervention de ce genre-là. Donc je ne sais pas pourquoi. Nous, on est animés par le fait qu'on veut créer l'innovation en France, qu'on veut sauver des patients, que la technologie, elle n'est pas trop grosse, elle fonctionne très bien et il y a un marché qui est incommensurable. Parce qu'effectivement, il parle de cœur trop gros. Ça a été un reproche fait à ce fameux cœur Karma, sans doute au début, mais vous allez m'éclairer, d'un cœur un peu trop gros, qui même n'était pas... les femmes ne pouvaient pas le porter, je crois, parce qu'elles pouvaient, la cage thoracique des femmes n'était pas assez costaud, c'est ça ? Vous savez, le problème de Karmat à la base, c'est qu'au début, pour des raisons que je ne vais pas dire que j'ignore, je crois savoir pourquoi, beaucoup de gens en parlaient trop. D'accord, depuis les années 2010. Oui. C'est peut-être vraisemblablement pour ça que l'action a explosé très rapidement. Donc, certaines personnes en parlaient, comme ça a été le cas il y a quelques minutes dans ce reportage, sans rien savoir sur Karmat. Donc, aujourd'hui, on est capable de vous dire, parce qu'on fait des scanners, qu'on ne rejette quasiment pas de patients. Enfin, c'est très bas. Donc, c'est un cœur qui pèse combien alors ? C'est un cœur qui pèse 900 grammes et vous savez, un cœur qui n'est pas malade, c'est 1 point. Un cœur qui est malade, avec une maladie fonctionnelle, donc dans le temps, c'est 2 points. Notre cœur Karmat, il fait 2 points. Donc certes, il ne va pas aller dans des patients très maigres. Certes, il y a certaines femmes qui ne pourront pas le recevoir, mais c'est vraiment très peu. Combien de patients ont pu profiter de ce cœur Karmat qui permet d'attendre des greffes, c'est ça Alors, depuis le début, on avait une accélération... pas exponentielle, mais très forte. Oui. On a traité 122 patients, donc c'était une très bonne nouvelle. Et donc, bien sûr, là, on a mis en pause, en attendant un peu de voir ce qui va se passer. Mais les résultats, moi, je passe mes week-ends, donc je parle de ce que je sais. Je parle... Petite pique au patron Non, BPI. non, mais je pense que c'est important. J'évite de parler de ce que je ne sais pas en général. Et si vous voulez, je passe mes week-ends avec les patients parce qu'il y a beaucoup de célébrations depuis quelques mois. Donc, j'étais à Lille pour les 40 ans de la transplantation où j'ai passé ma journée avec un patient. Il y a 4 semaines avec Pompidou, j'étais à la Marche des Pompes avec d'autres patients. Donc les patients vont très bien. Certes, il y a encore des écueils qu'on devra travailler pour le futur, mais la prothèse est exceptionnelle, des résultats cliniques exceptionnels. Et puis, le Concorde, il faut pas mélanger les genres. La santé, c'est pas l'aviation. Le Concorde, ça n'a pas marché commercialement pour plusieurs autres raisons. Je pense que Karmat, le seul sujet aujourd'hui, c'est les capitaux. C'est clair que l'innovation en Europe, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un très beau sujet de BFM. Il y a un écart de 19 trillions de dollars d'investissement en innovation par rapport aux US. C'est un fait. Oui. En Europe, on thésaurise, on n'investisse pas. Alors maintenant, si les banques d'investissement également n'investissent pas, il y a un vrai sujet. Que va-t-il se passer pour les patients qui attendaient le cœur Karmat là, aujourd'hui, alors que vous êtes en redressement judiciaire ? Oui, alors on a toujours été en difficulté pour les financements, c'est pas le première fois, donc on a toujours été prêts. Donc nous, notre travail, c'est... d'inciter et d'aider les centres à transplanter les patients post-Karmat le plus vite possible. Et puis donc là, aujourd'hui, on gère normalement la vie des patients et on va accélérer, disons, la transplantation de ces patients pour être sûr que dans quelques mois, nous n'aurons plus de patients qui sont supportés par Karmat en France et à l'étranger. Que va-t-il se passer ? Quelles sont les options là sur la table ? Que va-t-il se passer pour les salariés ? Combien de salariés travaillent pour Karmat dans les Yvelines ? Alors, on a 180 collaborateurs Karmat, mais on a quand même... beaucoup de sous-traitants. Oui, exactement. Et des sous-traitants qui sont souvent très fragiles. Et ça, on n'y pense pas. Je pense qu'il est très dommage pour l'instant, parce que j'ai toujours l'espoir qu'on va trouver une belle solution, mais en tout cas, on y travaille. C'est que Karmat, à elle seule, a réussi à créer un tissu de sous-traitants de haut niveau. Et ça, je pense que certains l'oublient quand ils en parlent. Karmat, c'est pas Karmat, c'est pas Stéphane Pia. Karmat, c'est un système qu'on a créé, notamment en France. Donc, c'est très dommageable pour ça. Les solutions, quelles sont-elles ? Il n'y en a pas 600.
soit on peut toujours rêver, quelqu'un est touché par le sujet et dit bon, je vous aide à faire un tour de table avant la fin du mois. C'est possible. Donc là, vous avez besoin de 3,5 millions d'euros, oui, c'est mais ça? Non, mais ça, non, il faut. Ça, c'est la. Ouais, non, mais ça, c'était pour éviter les sessions de paiement. Donc, il nous faut beaucoup plus, 35 sur l'année. 35 sur l'année, d'accord. Donc, autrement, le redressement judiciaire, c'est pour retrouver des repreneurs. Donc, vous savez, c'est une suite inéluctable. Ça nous fait. Moi, je trouve ça très triste. Moi, j'étais venu pour créer un champion français. J'espère que c'est pas comme ça que ça va finir. Enfin, tout du moins, j'espère qu'on aura un repreneur déjà, c'est quand vous prenez toutes ces pépites qu'on a créées depuis des années, ou ces technologies qui font des milliards de ventes, je pense à la valve aortique d'Alain Cribier qui est aux mains d'Edward Science qui en fait des milliards l'année, qu'on n'a pas été capable de retenir, ou Vexim il n'y a pas très longtemps. On crée des pépites avec nos deniers, et elles partent aux mains des groupes américains. Donc la première solution, c'est bien sûr de chercher un repreneur chez les laboratoires. Donc la semaine dernière, j'ai contacté directement les CEO des plus gros groupes, donc qui sont en train de regarder. Donc ça pourrait être une des pistes. Également des Indiens, parce qu'on assiste quand même en France à la tiers-mondialisation de l'innovation chez nous. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que maintenant, on a l'Asie qui pousse. On le dit depuis 50 ans, mais en Inde, ils ont des très grosses industries de la santé qui sont très puissantes, dont j'ai visité un site il n'y a pas très longtemps et c'était très impressionnant. Après, bien sûr, des fonds plutôt de restructuration de private equity. Bon, c'est moins facile parce qu'on est un peu entre deux eaux. On est entre le venture et puis le crossover. Donc, on va voir. Donc, j'espère que de toute façon, il faut que ça continue. On a besoin d'un cœur. Il faut que ça continue, mais il faudrait que l'aventure reste française, Stéphane Piat, non? Ce serait quand même. Vous savez, à un moment donné, vous baissez vos attentes. C'est comme les besoins de Maslow. Hein. La première phase, c'est survivre et puis manger. Le self-esteem, c'est à la pointe de la pyramide. Alors, quand je suis arrivé, j'avais beaucoup d'ambition. Maintenant, j'en ai moins. L'important, c'est pas du tout en plus Carmat en soi. C'est un problème sociétal parce que de toute façon, la maladie est en train d'exploser. Les lits d'hôpitaux sont pleins. Si on ne trouve pas une machine qui fonctionne d'ici 7 ans, je ne sais pas comment le système hospitalier va pouvoir affronter la maladie. Donc, c'est pas un problème de se gargariser. La taille du marché n'est pas surestimée, visiblement. Alors, je ne connais personne qui est capable d'estimer un marché a priori en santé. Mais bon, peut-être qu'on l'a trouvé. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane Piat. Et puis, eh bien, je vous propose que vous reveniez à l'issue. J'espère qu'elle sera bonne pour Karma, que vous viendrez avec des bonnes nouvelles, nous raconter quelle est la suite. Parce que Karma, c'est quand même une très belle innovation et un exploit, une prouesse aussi scientifique. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci beaucoup. Paul Poiret, ou l'homme qui libéra les femmes du corset, c'est une légende qui est tombée dans l'oubli, une légende de la mode, à laquelle une très belle exposition au Musée des Arts Décoratifs de Paris rend hommage. Je vous propose de regarder quelques images et on se retrouve tout de suite après avec la commissaire de l'exposition. Bonjour Marie-Sophie Caron de la Carrière, vous êtes conservatrice en chef au département mode et textile du Musée des Arts Décoratifs et puis vous êtes la commissaire de l'exposition Paul Poiret. La mode est une fête qui vient d'ouvrir au Musée des Arts Décoratifs. Paul Poiret, c'est un nom très important dans la mode, un nom oublié du grand public. L'exposition, c'était ça aussi, lui rendre hommage, le faire revenir, le faire connaître au grand public. Absolument, c'était vraiment l'objectif de le faire connaître à la jeune génération qui ne connaît plus le nom, et la raison est claire, c'est que ça n'est plus une marque. Et à la différence, par exemple, de Chanel, qui perdure, Paul Poiret a fini sa vie de couturier pauvre, oublié, misérable, et en gardant toujours la foi pour la création. Nous avons des somptueuses collections de Paul Poiret au Musée des Arts Décoratifs, et donc d'où le projet de lui rendre hommage et de le faire connaître, et
qu'il ne soit plus oublié dans les chronologies qui existent sur l'histoire de la mode et qui souvent l'ignorent. Et il est oublié. Alors pourquoi, justement, Paul Poiret, il est si important dans l'histoire de la mode? Qu'est-ce qu'il a apporté? C'est notamment, il a libéré les femmes, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il a changé la ligne des robes que portaient les femmes. Effectivement, en libérant du corset, il n'a pas été le seul à le faire. Il y a d'autres couturiers et couturières en même temps qui font la même démarche, comme Madeleine Vionnet. Mais lui, il va le faire savoir et surtout, il va l'appliquer à sa femme, Denise Poiret. Qui est sa muse. Qui est sa muse et qui l'épouse en 1905. Il ouvre sa maison en 1903, donc à ses tout débuts. Et Denise, elle porte le vêtement, elle vient de Normandie, il l'a choisi, elle a une beauté unique, très spéciale, très naturelle, et elle porte le vêtement à même la peau. Elle ignore ce qu'est le corset, elle n'est pas une cocotte ou une demi-mondaine. Alors c'est ça qui est intéressant pour bien comprendre la modernité de Poiret, c'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte des femmes à l'époque, enfin le contexte, la façon dont elles s'habillaient, quelle était la mode actuelle, C'était une taille très enserrée, c'est ça, dans un corset? Alors la femme, et l'exposition permet d'ailleurs de s'interroger sur le destin des femmes très en vue, habillées par les couturiers. Souvent, elles étaient des comédiennes, des actrices, des danseuses, et elles avaient besoin d'avoir des protecteurs qui puissent leur permettre d'acheter des tenues haute couture. Et l'exposition Vort, qui a lieu en ce moment aussi à Paris, permet de voir ces tenues très spectaculaires avec des tissus magnifiques, souvent créés par les soyeux lyonnais, avec des traînes et aussi un buste enserré dans un corset qui modifie complètement la silhouette de la femme, qui est en forme de S, avec le buste en avant et le postérieur bien mis en valeur à l'arrière. Et c'est vraiment une forme de torture du corps. C'est pour ça qu'elles s'évanouissaient très, très souvent, ces femmes, j'imagine. Absolument, et une absence de mobilité aussi. Elles étaient figées, elles étaient comme des statues magnifiques, et elles étaient aussi à disposition du regard. Et nous montrons les prémices, les sources qui permettent aux visiteurs de se rappeler de cette histoire du corset qui est très particulière et qui effectivement fait qu'on a aussi une taille de guêpe qui fait partie des atouts de charme des femmes de l'époque. Nous sommes à la charnière de la fin du 19e et du début du 20e siècle, ce qu'on a appelé la Belle Époque, avant la Première Guerre mondiale. Est-ce que Paul Poiret a rapidement du succès avec, on vient de voir des images, avec cette taille libérée dans sa construction de robes? Ça marche vite pour lui ou il met du temps un petit peu à... Alors, il change aussi, donc il va changer la ligne du vêtement et il va aussi changer le statut du couturier. Donc, le couturier, c'est lui qui décide, il choisit presque ses clientes et il décrète quel est le vêtement idéal qu'elles peuvent porter. Si elles sont d'avant-garde et si elles ont des moyens, ils peuvent effectivement se passer du corset et avoir des lignes beaucoup plus simples, avec des tissus allégés, mais beaucoup de broderies qui feront le succès de Paul Poiret. C'est vraiment, il traite la robe comme ses amis artistes peintres, dont il est très proche, exercent leur talent sur une toile vierge. Pour lui, la femme doit être mise en valeur de manière beaucoup plus simple et plus lumineuse, et avec des couleurs éclatantes. Et ça marche, ça plaît, ça a du succès très vite. Ça correspond aux besoins aussi de l'époque. Oui. Et on le constate qu'il y a dans le mouvement de l'art moderne, il y a le fauvisme en 1905. La cage des fauves, où les couleurs sont éclatantes. En Europe, c'est aussi l'expressionnisme. La femme est remarquée, plus par sa taille extraordinaire, mais par les couleurs et les contrastes de couleurs qu'elle peut porter,
qui montre elle a sa personnalité. Il est très attaché à la personnalité de chacune de ses clientes. Il dit qu'à chaque robe correspond une personnalité. Ça, c'est une vision très moderne de la femme. Oui, il est comme un directeur artistique, il orchestre différentes activités, la mode, la décoration intérieure, les parfums, au service de la femme. C'est un couturier qui aime les femmes et qui les met en valeur. C'est effectivement le couturier qui va lancer pour la première fois un parfum à son nom, hein, c'est ça, c'est aussi une de ses modernités. Alors, ensuite, on va peut-être lui reprocher justement que sa ligne de parfum ne s'appelle pas Parfum Paul Poiret. Ça s'appelle les parfums de Rosine, c'est-à-dire que ça porte le prénom de sa fille, comme aussi pour la décoration intérieure, ça sera l'atelier Martine. Mais ce que je pense, c'est qu'il a eu 5 enfants et il est très proche du monde de l'enfance, des contes. Il adore raconter des histoires, Guignol. On a des photos de lui avec ses enfants qui sont vraiment touchantes. Il est très proche de ce domaine et le nom de sa fille, en fait, c'est une partie de lui-même. C'est-à-dire que c'est un esthète. Est-ce que c'était un grand commercial? Il avait le sens des affaires, Paul Poiret, ou... Alors, c'était un esthète, mais un esthète sensualiste, je dirais. C'est-à-dire, ça passait par les sens, le sens de la vue, mais aussi, il organisait des concerts chez lui. Il avait tellement d'idées, de projets, et évidemment des grandes fêtes. D'où le titre de votre... C'est ça, la raison de... La mode est une fête. La mode est une donc, fête. il invitait le tout Paris. Oui. Ça voulait dire 300 invités. Et le tout Paris se déplaçait pour venir chez lui. C'était lui l'organisateur. Il y avait des animations qui pouvaient durer toute une nuit. Et aussi les buffets, les boissons, il le décrit dans ses mémoires, comptent dans l'image de la fête et ça devient une énorme publicité dont on parle. Mais peut-être que ces idées qu'il a mises en place coûtaient plus cher que sa mode ne lui rapportait. Et avant la Première Guerre mondiale, les choses se passaient bien, mais ensuite il y a eu cette coupure de la Première Guerre mondiale qui l'a obligé à fermer sa maison de couture. Oui, ça l'a ralenti. Ça l'a même stoppé, même. Cassé, oui, dans son énergie. Il a 35 ans, il est en pleine possession de ses moyens. Il écrit, il se plaint que tout d'un coup, ils doivent s'arrêter. Et ensuite, après les années 20, c'est encore une nouvelle histoire. Les femmes ont beaucoup évolué, mais il habille... Vraiment, il a des clientes d'avant-garde comme Helena Rubinstein d'avant-garde parce que ce sont des entrepreneurs. Oui. Et aussi Peggy Guggenheim, grande collectionneuse. Il est très connu aux États-Unis. Pourquoi il est connu aux États-Unis? Il le surnomme même le King of Fashion, hein, c'est ça, je crois. Il est très connu parce qu'il fait des voyages, il porte sa mode, il est accompagné de mannequins dont sa femme, et il va faire des talks, des conférences à travers les États-Unis pour porter la bonne parole et sa vision. Il explique beaucoup ce qu'il fait, à tel point que ce ne sont pas uniquement les journaux, les magazines de mode qui rendent compte de ces déplacements, mais même les journaux, l'équivalent du Figaro aux États-Unis dans ces années-là. C'est aussi une grande source d'inspiration, hein, les voyages, bien sûr, hein, pour lui. Hein, aussi, grande source d'inspiration qu'il rapporte à chaque fois. Il fait un shopping d'enfer. Il va sur le marché à Cracovie, il va acheter une nappe qu'il va transformer en robe. Donc, il s'intéresse aussi à des objets populaire, d'art populaire, mais aussi il s'intéresse à l'art de l'islam, il s'intéresse aux miniatures persanes. Il y a beaucoup d'expositions aussi qui sont organisées sur ces thématiques à Paris, et il va commencer à s'intéresser au monde entier quand, avec ses parents, il visitera les expositions universelles, et la première qu'il visitera, il a une dizaine d'années, c'est celle de 1889 qu'il visite avec ses parents. C'est un Parisien, mais grâce au fait qu'il soit né dans le centre de Paris et qu'il ait vécu sa jeunesse dans le centre de Paris, le monde lui est accessible. Quel héritage il a laissé, quelle influence il a eu ou il a encore sur les créateurs d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il est resté un couturier de musée.
Et d'où cette ça sent première la poussière, un rétrospective. petit peu, pardon de dire ça, mais... C'est-à-dire que les musées, quand ils exposent, et je pense que ça va être l'objectif de cette exposition, oui. je serais très intéressée de voir comment l'exposition a eu son retentissement dans les prochaines collections couture, puisque il n'y a pas d'autre moyen de connaître Paul Poiret que d'aller au musée et de voir... alors, les couturiers qui lui ont rendu hommage et qui connaissaient son importance, c'est Christian Dior, qui a dit et écrit qu'il avait tout bouleversé, et aussi Elsa Schiaparelli, la grande Elsa. La grande Elsa Schiaparelli, que vous connaissez bien, à laquelle vous avez consacré une très belle exposition il y a 3 ans. Oui, absolument, dont j'étais la commissaire, et j'ai pu noter que Paul Poiret était vraiment son mentor. Elsa Schiaparelli, née à Rome, ayant une connaissance de la Renaissance italienne très intense, et le comparait à Léonard da Vinci pour l'étendue de ses talents et le génie. Elle parle vraiment du génie de la couture. Et il va l'habiller. Quand elle arrivera à Paris, elle n'a pas d'argent. Elle cherche un job pour nourrir sa fille. Elle arrive comme une... Nous sommes dans les années 20, c'est là où on voit que les femmes ont évolué. Elle vient de New York, où elle habitait, et elle a besoin de trouver un job. Et peu à peu, il trouve qu'elle a un style unique, et bien qu'elle lui dise qu'elle n'ait pas d'argent pour s'habiller en couture, il lui offre une véritable garde-robe, d'où des problèmes financiers, parce que s'il le faisait à Elsa Schiaparelli, peut-être il le faisait à d'autres. Et vraiment, elle va commencer sa propre maison de couture en 1927. Elle a 37 ans et il est son mentor. Il a cette forme de générosité et d'intérêt pour la personne qu'il rencontre. C'est une personnalité effectivement très très attachante. Je pensais aussi à Jean-Paul Gaultier, il me semble, qui a rendu hommage. Il me semble que vous avez choisi un visuel, une tenue qui de la collection prêt-à-porter de 1994, si ma mémoire est bonne. Oui. Ça, c'est du Jean-Paul Gaultier inspiré par Poiret. Et c'est ce qu'on voit, et ce qui est très intéressant comme dialogue aussi dans votre exposition, c'est bien sûr les nombreuses archives, robes de Poiret, mais c'est aussi un dialogue avec des créations contemporaines. Alors, je ne sais pas si cette tenue est dans le détail inspirée par Paul Poiret. C'est moi qui fais le rapprochement. Mais un esprit, c'est ça, voilà, vous diriez plutôt. Complètement. L'esprit de Poiret plane sur l'exposition. Et en fait, cette collection est en quelque sorte, Jean-Paul Gaultier, c'est l'enfant terrible de la mode. Et peut-être que Poiret aussi, à son époque, c'était quelqu'un qui voulait changer les choses et qui avait une curiosité et une ouverture d'esprit qu'on peut comparer à celle de Jean-Paul Gaultier. La collection s'appelle Le Grand Voyage. J'ai eu la chance d'assister au défilé de cette collection dans la boutique de Jean-Paul Gaultier. Et Björk, la chanteuse était une des mannequins avec Laetitia Casta. Et Paul Poiret s'est aussi beaucoup intéressé au monde de la danse, au monde de la chanson, au monde du ballet. Et que Björk, ça fait aussi un lien. Tout dialogue en réalité. Qui ne soient pas des mannequins, puissent apporter aussi leur talent dans une collection de mode. Vous avez choisi aussi une robe du soir Joséphine 1907. Alors là, on est vraiment typiquement, c'est une création Paul Poiret en satin de soie. Ça, c'est iconique du style Poiret, vous diriez ? C'est un des chefs-d'œuvre de Paul Poiret qui a été quelquefois reproduit en couverture de livres traitant sur Paul Poiret. Et nous avons justement ce qui est très différent de la période précédente et des couturiers précédents comme Vort ou Jacques Doucet, qui aussi va être une personnalité très importante pour Poiret. Donc simplification des lignes, une couleur très pâle, donc c'est peu à peu que la question de la couleur va apparaître. C'est une collection très importante, 1907, une collection signature. Et avec cette rose. Alors la rose aussi, au niveau de la poitrine. Que moi j'avais pu
voire aussi très présente dans l'art de Elsa Schiaparelli. La rose, c'est le symbole de la femme, de la féminité, et elle va servir, le dessin de la rose, traité par Paul Iribe, grand illustrateur de l'époque, va l'utiliser pour créer le label, la griffe de Paul Poiret à Paris. Donc la rose, c'est l'emblème de Paul Poiret. Joséphine, parce que Joséphine de Beauharnais. Et voilà, la mode, c'est un cycle. Et donc, en 1907, ce qui est à la mode, c'est la période directoire qui date du début du 19e siècle. 550 vêtements, accessoires, tableaux, photos et affiches que vous avez rassemblés dans cette très belle exposition, une très belle aussi scénographie. Paul Poiret, la mode est une fête. C'est à voir au Musée des Arts Décoratifs. Je vous recommande cette très belle exposition dont vous êtes la commissaire. Merci Marie-Sophie Caron de la Carrière d'avoir été avec nous. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain en direct, midi, sur le Figaro TV. Soyez au rendez-vous. D'ici là, passez une bonne journée avec le Figaro. À bientôt.